La chambre bleue par Prosper Mérimée. Avertissement. La nouvelle La chambre bleue a été publiée dans les numéros des 6 et 7 septembre 1871 de l'Indépendance belge, avec un avertissement non signé de M. Gustave Frédériks, le critique littéraire du journal, que voici. Nous avons la bonne fortune de pouvoir offrir à nos lecteurs une nouvelle inédite de Prosper Mérimée. Cela s'appelle La chambre bleue, de l'inédit de l'auteur du théâtre de Clara Gassoul, de Colomba et de toutes ces œuvres qu'on n'oubliera pas. On conçoit que nous nous soyons empressés de le recueillir. Ces pages qui arrivent maintenant au public n'étaient pas écrites pour lui. C'est de la littérature de boudoir, du drame de château. Cela vient, non pas d'une bibliothèque ou d'un cabinet de travail, mais de cet amas de toutes sortes dont on n'a pas vu les parties les plus curieuses et qui formaient les papiers des Tuileries. L'histoire des lettres n'offre guère de chefs-d'œuvre clandestins. Les belles choses veulent le grand air, le soleil et le bruit. La chambre bleue n'est pas destinée à démentir cette vérité. Mérimée a écrit cela pour une lectrice dont le goût n'était pas sévère. Il avait fait pour Sa Majesté le public, la prise d'une redoute, Matteo Falcone. Il a jugé suffisant de faire pour Sa Majesté l'impératrice la chambre bleue. Pourtant, l'auteur de Colomba n'est pas absent de cette nouvelle innocente que nous publions. On le retrouve avec son art de serrer le récit et de n'assembler que des détails nécessaires et vrais. Mérimée a dit musser dans un vers d'une image frappante, incruste un plomb brûlant sur la réalité. Cette image à l'emporte-pièce, qui s'applique si bien à tant de contes et de drames enlevés dans leur brièveté saisissante, peut être rappelée à propos de la chambre bleue. C'est du Mérimée, retour de Compiègne, du Mérimée de charades et de jeux innocents, mais c'est encore du Mérimée. On a publié le catalogue de la bibliothèque de Marie-Antoinette, catalogue singulièrement chétif et malheureux. Ce n'est pas la même curiosité qui nous fait publier ce qui a dû être une lecture favorite de l'admiratrice la plus officielle de Marie-Antoinette. Mais les moindres fantaisies d'une plume comme celle de Mérimée ont droit au plein jour. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir la fenêtre de l'indépendance à la chambre bleue. La chambre bleue devait être comprise dans la publication officielle des papiers de l'Empire. Nous avons pu collationner le texte donné par l'Indépendance avec une copie certifiée conforme. Monsieur Jules Troubat, le dernier secrétaire de Sainte-Beuve, dans un livre qu'il a publié récemment sur son illustre maître, a raconté, à propos de la chambre bleue, une anecdote entendue de la bouche de Prosper Mérimée, en conservant dans son récit le ton et les expressions mêmes du narrateur. Monsieur Mérimée, à qui l'on ferait en vain aujourd'hui un crime ou un scandale de certaines nouvelles récemment exhumées, a raconté lui-même un soir, en petit comité, qu'il avait écrit une petite chose très drôle pour l'impératrice et qu'il la lui avait même léguée par testament. Cette petite chose, la reine d'Espagne dans un séjour à Biarritz, eut un jour envie de la connaître et la fit demander dans ces termes mêmes à M. Mérimée, par un de ses aides de camp qui vint l'accoster à la promenade. Monsieur Mérimée, la reine m'a chargé de vous demander la petite chose que vous avez écrite pour l'impératrice. Veuillez dire à la reine, répondit le spirituel académicien, que ma petite chose appartient à l'impératrice et que je ne la lui prêterai que si ma souveraine me le permet. Ceci peut passer pour un commentaire de l'auteur de La chambre bleue sur le caractère quelque peu léger de son œuvre. On nous dit que l'impératrice Eugénie avait pris le nom de la Rune, d'une localité aux environs de Biarritz, où elle aimait à faire des parties de plaisir. Nouvelle dédiée à Madame de la Rune, Biarritz, septembre 1866. Un jeune homme se promenait d'un air agile dans le vestibule d'un chemin de fer. Il avait des lunettes bleues, et quoiqu'il ne fût pas enrhumé, il portait sans cesse son mouchoir à son nez. De la main gauche, il tenait un petit sac noir qui contenait, comme je l'ai appris plus tard, une robe de chambre de soie et un pantalon turc. De temps en temps, il allait à la porte d'entrée, regardait dans la rue, puis il tirait sa montre et consultait le cadran de la gare. Le train ne partait que dans 1 heure. Mais il y a des gens qui craignent toujours d'être en retard. Ce train n'était pas de ceux que prennent les gens pressés. Peu de voitures de première classe.
L'heure n'était pas celle qui permet aux agents de change de partir après les affaires terminées pour dîner dans leur maison de campagne. Lorsque les voyageurs commencèrent à se montrer, un Parisien eût reconnu à leur tournure des fermiers ou de petits marchands de la banlieue. Pourtant, toutes les fois qu'un homme entrait dans la gare, toutes les fois qu'une voiture s'arrêtait à la porte, le cœur du jeune homme, aux lunettes bleues, se gonflait comme un ballon. Ses genoux tremblotaient, son sac était près d'échapper de ses mains et ses lunettes de tomber de son nez. Ou pour le dire en passant, elles étaient placées tout de travers. Ce fut bien pis, quand, après une longue attente, parut par une porte de côté, venant précisément du seul point qui ne fut pas l'objet d'une observation continuelle, une femme vêtue de noir, avec un voile épais sur le visage, et qui tenait à la main un sac de maroquin brun, contenant, comme je l'ai découvert dans la suite, une merveilleuse robe de chambre et des mules de satin bleu. La femme et le jeune homme s'avancèrent l'un vers l'autre, regardant à droite et à gauche, jamais devant eux. Ils se joignirent, se touchèrent la main, et demeurèrent quelques minutes sans se dire un mot, palpitants, pantelants, en proie à une de ces émotions poignantes pour lesquelles je donnerais, moi, 100 ans de la vie d'un philosophe. Quand ils trouvèrent la force de parler. « Léon !» dit la jeune femme. J'ai oublié de dire qu'elle était jeune et jolie. « Léon, quel bonheur ! Jamais je ne vous aurais reconnu sous ces lunettes bleues. »« Quel bonheur !» dit Léon. « Jamais je ne vous aurais reconnu sous ce voile noir. »« Quel bonheur !» reprit-elle. « Prenons vite nos places, si le chemin de fer allait partir sans nous. » Et elle lui serra le bras fortement. « On ne se doute de rien. Je suis en ce moment avec Clara et son mari, en route pour sa maison de campagne, où je dois, demain, lui faire mes adieux. » Et ajouta-t-elle en riant et baissant la tête. Il y a 1 heure qu'elle est partie. Et demain, après avoir passé la dernière soirée avec elle, de nouveau elle lui serra le bras. Demain, dans la matinée, elle me laissera à la station où je trouverai Ursule, que j'ai envoyée devant, chez ma tante. Ah, j'ai tout prévu. Prenons nos billets. Il est impossible qu'on nous devine. Oh, si on nous demande nos noms dans l'auberge, j'ai déjà oublié. Monsieur et Madame Duru. « Oh non, pas Duru. Il y avait à la pension un cordonnier qui s'appelait comme ça. »« Alors, Dumont ? » ?»« Daumont. » »« À la bonne heure. Mais on ne nous demandera rien. » La cloche sonna, la porte de la salle d'attente s'ouvrit, et la jeune femme, toujours soigneusement voilée, s'élança dans une diligence avec son jeune compagnon. Pour la seconde fois, la cloche retentit. On ferma la portière de leur compartiment. « Nous sommes seuls !» s'écrièrent-ils avec joie. Mais, presque au même moment, un homme d'environ 50 ans, tout habillé de noir, l'air grave et ennuyé, entra dans la voiture et s'établit dans un coin. La locomotive siffla, et le train se mit en marche. Les 2 jeunes gens, retirés le plus loin qu'ils avaient pu de leur incommode voisin, commencèrent à se parler bas et anglais, par surcroît de précaution. « Monsieur !» dit l'autre voyageur dans la même langue, et avec un bien plus pur accent britannique. « Si vous avez des secrets à vous conter, vous ferez bien de ne pas les dire en anglais devant moi. Je suis anglais. Désolé de vous gêner, mais dans l'autre compartiment il y avait un homme seul, et j'ai pour principe de ne jamais voyager avec un homme seul. Celui-là avait une figure de Jude, et cela aurait pu le tenter. » Il montra son sac de voyage, qu'il avait jeté devant lui sur un coussin. Au reste, si je ne dors pas, je lirai. En effet, il essaya loyalement de dormir. Il ouvrit son sac, en tira une casquette commode, la mit sur sa tête, et tint les yeux fermés pendant quelques minutes. Puis il les rouvrit avec un geste d'impatience, chercha dans son sac des lunettes, puis un livre grec. Enfin, il se mit à lire avec beaucoup d'attention. Pour prendre le livre dans le sac, il fallut déranger maint objet entassé au hasard. Entre autres, il tira des profondeurs du sac une assez grosse liasse de billets de banque d'Angleterre, la déposa sur la banquette en face de lui, et avant de la replacer dans le sac, il la montra au jeune homme en lui demandant s'il trouverait à changer des banknotes à N. Probablement, c'est sur la route d'Angleterre. N était le lieu où se dirigeaient les 2 jeunes gens.
Il y a à N un petit hôtel assez propre, où l'on ne s'arrête guère que le samedi soir. On prétend que les chambres sont bonnes. Le maître et les gens ne sont pas assez éloignés de Paris pour avoir ce vice provincial. Le jeune homme, que j'ai déjà appelé Léon, avait été reconnaître cet hôtel quelque temps auparavant, sans lunettes bleues, et sur le rapport qu'il en avait fait, son ami avait paru éprouver le désir de le visiter. Elle se trouvait d'ailleurs ce jour-là dans une disposition d'esprit telle que les murs d'une prison lui eussent semblé pleins de charme si elle y eût été enfermée avec Léon. Cependant, le train allait toujours. L'Anglais lisait son grec, sans tourner la tête vers ses compagnons, qui causaient si bas que des amants seuls eussent pu s'entendre. Peut-être ne surprendrais-je pas mes lecteurs en leur disant que c'étaient des amants dans toute la force du terme, et ce qu'il y avait de déplorable, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Et il y avait des raisons qui s'opposaient à ce qu'ils le fussent. On arriva à N. L'Anglais descendit le premier. Pendant que Léon aidait son ami à sortir de la diligence sans montrer ses jambes, un homme s'élança sur la plate-forme du compartiment voisin. Il était pâle, jaune même, les yeux creux et injectés de sang, la barbe mal faite, signe auquel on reconnaît souvent les grands criminels. Son costume était propre mais usé jusqu'à la corde. Sa redingote, jadis noire, maintenant grise au dos et au coude, était boutonnée jusqu'au menton, probablement pour cacher un gilet encore râpé. Il s'avança vers l'Anglais, et d'un ton très humble. « Uncle, » lui dit-il. « Leave me alone, you wretch !» s'écria l'Anglais, dont l'œil gris s'alluma d'un éclat de colère. Et il fit un pas pour sortir de la station. « Don't drive me to despair !» reprit l'autre, avec un accent à la fois lamentable et presque menaçant. « Veuillez être assez bon pour garder mon sac un instant, » dit le vieil Anglais, en jetant son sac de voyage aux pieds de Léon. Aussitôt, il prit le bras de l'homme qui l'avait accosté, le mena, ou plutôt le poussa dans un coin où il espérait n'être pas entendu. Et là, il lui parla un moment d'un ton fort rude, comme il semblait. Puis, il tira de sa poche quelques papiers, les froissa et les mit dans la main de l'homme qu'il avait appelé son oncle. Ce dernier prit les papiers sans remercier et presque aussitôt s'éloigna et disparut. Il n'y a qu'un hôtel à N. Il ne faut pas s'étonner si, au bout de quelques minutes, tous les personnages de cette véridique histoire s'y retrouvèrent. En France, tout voyageur qui a le bonheur d'avoir une femme bien mise à son bras est sûr d'obtenir la meilleure chambre dans tous les hôtels. Aussi est-il établi que nous sommes la nation la plus polie de l'Europe. Si la chambre qu'on donna à Léon était la meilleure, il serait téméraire d'en conclure qu'elle était excellente. Il y avait un grand lit de noyer, avec des rideaux de Perse où l'on voyait imprimée en violet l'histoire magique de Pyrame et de Thisbé. Les murs étaient couverts d'un papier peint représentant une vue de Naples avec beaucoup de personnages. Malheureusement, des voyageurs désœuvrés et indiscrets avaient ajouté des moustaches et des pipes à toutes les figures mâles et femelles. Et bien des sottises en prose et en vers écrites à la mine de plomb se lisaient sur le ciel et sur la mer. Sur ce fond pendaient plusieurs gravures. Louis-Philippe prêtant serment à la charte de 1830, la première entrevue de Julie et de Saint-Preux, l'attente du bonheur et les regrets, d'après M. Dubuff. Cette chambre s'appelait la chambre bleue, parce que les deux fauteuils à droite et à gauche de la cheminée étaient en velours d'Utrecht de cette couleur. Mais depuis bien des années, ils étaient cachés sous des chemises de percaline grise à galons amarantes. Tandis que les servantes de l'hôtel s'empressaient autour de la nouvelle arrivée et lui faisaient leurs offres de service, Léon, qui n'était pas dépourvu de bon sens quoique amoureux, allait à la cuisine commander le dîner. Il lui fallut employer toute sa rhétorique et quelques moyens de corruption pour obtenir la promesse d'un dîner à part. Mais son horreur fut grande lorsqu'il apprit que dans la principale salle à manger, c'est-à-dire à côté de sa chambre, messieurs les officiers du 3e hussard, qui allaient relever messieurs les officiers du 3e chasseur à N, devaient se réunir à ces derniers, le jour même, dans un dîner d'adieu où régnerait une grande cordialité. L'hôte jura ses grands dieux qu'à part la gaieté naturelle à tous les militaires français, messieurs les hussards et messieurs les chasseurs étaient connus dans toute la ville
pour leur douceur et leur sagesse, et que leur voisinage n'aurait pas le moindre inconvénient pour madame. L'usage de messieurs les officiers étant de se lever de table dès avant minuit. Comme Léon regagnait la chambre bleue, sur cette assurance qui ne le troublait pas médiocrement, il s'aperçut que son Anglais occupait la chambre à côté de la sienne. La porte était ouverte. L'Anglais, assis devant une table sur laquelle était un verre et une bouteille, regardait le plafond avec une attention profonde, comme s'il comptait les mouches qui s'y promenaient. « Qu'importe le voisinage, se dit Léon. L'Anglais sera bientôt ivre et les hussards s'en iront avant minuit. » En entrant dans la chambre bleue, son premier soin fut de s'assurer que les portes de communication étaient bien fermées et qu'elles avaient des verrous. Du côté de l'Anglais, il y avait double porte. Les murs étaient épais. Du côté des hussards, la paroi était plus mince, mais la porte avait serrure et verrou. Après tout, c'était contre la curiosité une barrière bien plus efficace que les stores d'une voiture. Et combien de gens se croient isolés du monde dans un fiacre ? Assurément, l'imagination la plus riche ne peut se représenter de félicité plus complète que celle de deux jeunes amants, qui, après une longue attente, se trouvent seuls, loin des jaloux et des curieux, en mesure de se compter à loisir leurs souffrances passées, et de savourer les délices d'une parfaite réunion. Mais le diable trouve toujours le moyen de verser sa goutte d'absinthe dans la coupe du bonheur. Johnson a écrit, Manon le premier, et il l'avait prise à un grec que nul homme ne peut se dire « Aujourd'hui, je serai heureux ». Cette vérité reconnue, à une époque très reculée, par les plus grands philosophes, est encore ignorée par un certain nombre de mortels et singulièrement par la plupart des amoureux. Tout en faisant un assez médiocre dîner dans la chambre bleue, de quelques plats dérobés au banquet des chasseurs et des hussards, Léon et son ami eurent beaucoup à souffrir de la conversation à laquelle se livraient ces messieurs dans la salle voisine. On y tenait des propos étrangers, à la stratégie et à la tactique, et que je me garderais bien de rapporter. C'était une suite d'histoires saugrenues, presque toutes fort gaillardes, accompagnées de rires éclatants, auxquels il était parfois assez difficile à nos amants de ne pas prendre part. L'ami de Léon n'était pas une prude, mais il y a des choses qu'on n'aime pas à entendre, même en tête-à-tête avec l'homme qu'on aime. La situation devenait de plus en plus embarrassante, et comme on allait apporter le dessert de messieurs les officiers, Léon crut devoir descendre à la cuisine pour prier l'hôte de représenter à ces messieurs qu'il y avait une femme souffrante dans la chambre à côté d'eux, et qu'on attendait de leur politesse qu'ils voudraient bien faire un peu moins de bruit. Le maître d'hôtel, comme il arrive dans les dîners de corps, était tout ahuri et ne savait à qui répondre. Au moment où Léon lui donnait son message pour les officiers, un garçon lui demandait du vin du champagne pour les hussards, une servante du vin de Porto pour l'Anglais. « J'ai dit qu'il n'y en avait pas, ajouta-t-elle. « Tu es une sotte, il y a tous les vins chez moi, je vais lui en trouver du Porto. Apporte-moi la bouteille de ratafia, une bouteille à 15 et un carafon d'eau-de-vie. » Après avoir fabriqué du Porto en un tour de main, l'hôte entra dans la grande salle et fit la commission que Léon venait de lui donner. Elle excita tout d'abord une tempête furieuse. Puis, une voix de basse, qui dominait toutes les autres, demanda quelle espèce de femme était leur voisine. Il se fit une sorte de silence. L'autre répondit « Ma foi, messieurs, je ne sais trop que vous dire. Elle est bien gentille et bien timide. Marie-Jeanne dit qu'elle a une alliance au doigt. Ça se pourrait bien que ce fût une mariée qui vient ici pour faire la noce, comme il en vient des fois. »« Une mariée ?» s'écrièrent 40 voix. « Il faut qu'elle vienne trinquer avec nous. Nous allons boire à sa santé et apprendre au mari ses devoirs conjugaux. » À ces mots, on entendit un grand bruit d'éperons, et nos amants tressaillirent, pensant que leur chambre allait être prise d'assaut. Mais soudain, une voix s'élève qui arrête le mouvement. Il était évident que c'était un chef qui parlait. Il reprocha aux officiers leur impolitesse et leur intima l'ordre de se rasseoir et de parler décemment et sans crier. Puis il ajouta quelques mots trop bas pour être entendus de la chambre bleue. Ils furent écoutés avec déférence, mais non sans exciter pourtant une certaine hilarité contenue.
À partir de ce moment, il y eut dans la salle des officiers un silence relatif, et nos amants, bénissant l'empire salutaire de la discipline, commencèrent à se parler avec plus d'abandon. Mais après tant de tracas, il fallait du temps pour retrouver les tendres émotions que l'inquiétude, les ennuis du voyage et surtout la grosse joie de leurs voisins avaient fortement troublés. À leur âge, cependant, la chose n'est pas très difficile, et ils eurent bientôt oublié tous les désagréments de leur expédition aventureuse, pour ne plus penser qu'au plus important de ses résultats. Ils croyaient la paix faite avec les hussards. Hélas, ce n'était qu'une trêve. Au moment où ils s'y attendaient le moins, lorsqu'ils étaient à 1000 lieues de ce monde sublunaire, voilà 24 trompettes soutenues de quelques trombones qui sonnent l'air connu des soldats français. La victoire est à nous. Le moyen de résister à pareille tempête? Les pauvres amants furent bien à plaindre. Non, pas tant à plaindre, car à la fin, les officiers quittèrent la salle à manger, défilant devant la porte de la chambre bleue avec un grand cliquetis de sabres et d'éperons, et criant l'un après l'autre « Bonsoir, madame la mariée !» Puis, tout bruit cessa. Je me trompe. L'Anglaise sortit dans le corridor et cria « Garçon, apportez-moi une autre bouteille du même Porto !» Le calme était rétabli dans l'hôtel de N. La nuit était douce, la lune dans son plein. Depuis un temps immémorial, les amants se plaisent à regarder notre satellite. Léon et son ami ouvrirent leurs fenêtres qui donnaient sur un petit jardin et aspirèrent avec plaisir l'air frais qu'embaumait un berceau de clématite. Ils n'y restèrent pas longtemps toutefois. Un homme se promenait dans le jardin, la tête baissée, les bras croisés, un cigare à la bouche. Léon crut reconnaître le neveu de l'Anglais qui aimait le bon vin de Porto. Je hais les détails inutiles. Et d'ailleurs, je ne me crois pas obligé de dire au lecteur tout ce qu'il peut facilement imaginer, ni de raconter heure par heure tout ce qui se passa dans l'hôtel de N. Je dirais donc que la bougie qui brûlait sur la cheminée sans feu de la chambre bleue était plus d'à moitié consumée, quand, dans l'appartement de l'Anglais, naguère silencieux, un bruit étrange se fit entendre, comme un corps lourd peut en produire en tombant. À ce bruit se joignit une sorte de craquement, non moins étrange, suivi d'un cri étouffé et de quelques mots indistincts, semblables à une imprécation. Les deux jeunes habitants de la chambre bleue tressaillirent. Peut-être avaient-ils été réveillés en sursaut. Sur l'un et l'autre, ce bruit, qu'ils ne s'expliquaient pas, avait causé une impression presque sinistre. « C'est notre Anglais qui rêve », dit Léon en s'efforçant de sourire. Mais il voulait rassurer sa compagne, et il frissonna involontairement. 2 ou 3 minutes après, une porte s'ouvrit dans le corridor, avec précaution, comme il semblait. Puis elle se referma, très doucement. On entendit un pas lent et mal assuré, qui, selon toute apparence, cherchait à se dissimuler. « Maudite auberge !» s'écria Léon. « Ah, c'est le paradis !» répondit la jeune femme, en laissant tomber sa tête sur l'épaule de Léon. « Je meurs de sommeil. » Elle soupira et se rendormit presque aussitôt. Un moraliste illustre a dit que les hommes ne sont jamais bavards lorsqu'ils n'ont plus rien à demander. Qu'on ne s'étonne donc point si Léon ne fit aucune tentative pour renouer la conversation, ou disserter sur les bruits de l'hôtel de N. Malgré lui, il en était préoccupé. Et son imagination y rattachait maintes circonstances, auxquelles, dans une autre disposition d'esprit, il n'eût fait aucune attention. La figure sinistre du neveu de l'Anglais lui revenait en mémoire. Il y avait de la haine dans le regard qu'il jetait à son oncle, tout en lui parlant avec humilité, sans doute parce qu'il lui demandait de l'argent. Quoi de plus facile à un homme jeune encore et vigoureux, désespéré en outre, que de grimper du jardin à la fenêtre de la chambre voisine. D'ailleurs, il logeait dans l'hôtel, puisque, la nuit, il se promenait dans le jardin. Peut-être, probablement même, indubitablement, il savait que le sac noir de son oncle renfermait une grosse liasse de billets de banque. Et ce coup sourd, comme un coup de massue sur un crâne chauve, ce cri étouffé, ce jurement affreux, et ces pas ensuite. Ce neveu avait la mine d'un assassin. Mais on n'assassine pas dans un hôtel plein d'officiers. Sans doute, cet Anglais avait mis le verrou en homme prudent, surtout sachant le drôle aux environs. Il s'en défiait,
puisqu'il n'avait pas voulu l'aborder avec son sac à la main. Pourquoi se livrer à des pensées hideuses quand on est si heureux? Voilà ce que Léon se disait mentalement. Au milieu de ces pensées, que je me garderais d'analyser plus longuement, et qui se présentaient à lui presque aussi confuses que les visions d'un rêve, il avait les yeux fixés machinalement vers la porte de communication entre la chambre bleue et celle de l'anglais. En France, les portes ferment mal. Entre celle-ci et le parquet, il y avait un intervalle d'au moins 2 centimètres. Tout à coup, dans cet intervalle, à peine éclairé par le reflet du parquet, parut quelque chose de noirâtre, plat, semblable à une lame de couteau, car le bord, frappé par la lumière de la bougie, présentait une mince ligne, très brillante. Cela se mouvait lentement, dans la direction d'une petite mule de satin bleu, jetée indiscrètement à peu de distance de cette porte. Était-ce quelque insecte, comme un mille-pattes? Non, ce n'était pas un insecte. Cela n'a pas de forme déterminée. 2 ou 3 traînées brunes, chacune avec sa ligne de lumière sur les bords, ont pénétré dans la chambre. Leurs mouvements s'accélèrent grâce à la pente du parquet. Elles s'avancent rapidement. Elles viennent effleurer la petite mule. Plus de doute. C'est un liquide. Et ce liquide, on en voyait maintenant distinctement la couleur, à la lueur de la bougie. C'était du sang. Et tandis que Léon, immobile, regardait avec horreur ces traînées effroyables, la jeune femme dormait toujours d'un sommeil tranquille, et sa respiration régulière échauffait le cou et l'épaule de son amant. Le soin qu'avait eu Léon de commander le dîner dès en arrivant dans l'hôtel de N prouve suffisamment qu'il avait une assez bonne tête, une intelligence élevée, et qu'il savait prévoir. Il ne démentit pas en cette occasion le caractère qu'on a pu lui reconnaître déjà. Il ne fit pas un mouvement, et toute la force de son esprit se tendit avec effort pour prendre une résolution, en présence de l'affreux malheur qui le menaçait. Je m'imagine que la plupart de mes lecteurs, et surtout mes lectrices, remplis de sentiments héroïques, blâmeront en cette circonstance la conduite et l'immobilité de Léon. Il aurait dû, me dira-t-on, courir à la chambre de l'anglais et arrêter le meurtrier, tout au moins tirer sa sonnette et carillonner les gens de l'hôtel. À cela, je répondrai d'abord que dans les hôtels en France, il n'y a de sonnettes que pour l'ornement des chambres, et que leurs cordons ne correspondent à aucun appareil métallique. J'ajouterai respectueusement, mais avec fermeté, que s'il est mal de laisser mourir un Anglais à côté de soi, il n'est pas louable de lui sacrifier une femme qui dort la tête sur votre épaule. Que serait-il arrivé si Léon eût fait un tapage à réveiller l'hôtel? Les gendarmes, le procureur impérial et son greffier seraient arrivés aussitôt. Avant de lui demander ce qu'il avait vu ou entendu, ces messieurs sont par profession si curieux qu'ils lui auraient d'abord dit « Comment vous nommez-vous? Vos papiers? Et madame? Que faisiez-vous ensemble dans la chambre bleue? » Vous aurez à comparaître en cour d'assises pour dire que, le temps de tel mois, à telle heure de nuit, vous avez été les témoins de tels faits. Or, c'est précisément cette idée de procureur impérial et de gens de justice qui, la première, se présenta à l'esprit de Léon. Il y a parfois dans la vie des cas de conscience difficiles à résoudre. Vaut-il mieux laisser égorger un voyageur inconnu ou déshonorer et perdre la femme qu'on aime? Il est désagréable d'avoir à se poser un pareil problème. J'en donne en 10 la solution au plus habile. Léon fit donc ce que probablement plusieurs eussent fait à sa place. Il ne bougea pas. Les yeux fixés sur la mule bleue et le petit ruisseau rouge qui la touchait, il demeura longtemps comme fasciné, tandis qu'une sueur froide mouillait ses tempes et que son cœur battait dans sa poitrine à la faire éclater. Une foule de pensées et d'images bizarres et horribles l'obsédait, et une voix intérieure lui criait à chaque instant « Dans 1 heure, on saura tout, et c'est ta faute !» Cependant, à force de se dire « Qu'allais-je faire dans cette galère ?» on finit par apercevoir quelques rayons d'espérance. Il se dit enfin « Si nous quittions ce maudit hôtel avant la découverte de ce qui s'est passé dans la chambre d'à côté, peut-être pourrions-nous faire perdre nos traces. Personne ne nous connaît ici. On ne m'a vu qu'en lunettes bleues. On ne l'a vu que sous son voile. Nous sommes à 2 pas d'une station, et en 1 heure nous serions bien loin de N. »
Puis, comme il avait longuement étudié l'indicateur pour organiser son expédition, il se rappela qu'un train passait à 8 heures allant à Paris. Bientôt, après, on serait perdu dans l'immensité de cette ville où se cachent tant de coupables. Qui pourrait y découvrir 2 innocents? Mais n'entrerait-on pas chez l'Anglais avant 8 heures? Toute la question était là. Bien convaincu qu'il n'avait pas d'autre parti à prendre, il fit un effort désespéré pour secouer la torpeur qui s'était emparée de lui depuis si longtemps. Mais au premier mouvement qu'il fit, sa jeune compagne se réveilla et l'embrassa à l'étourdi. Au contact de sa joue glacée, elle laissa échapper un petit cri. « Qu'avez-vous » lui dit-elle, avec inquiétude. « Votre front est froid, comme un marbre. »« Ce n'est rien, » répondit-il d'une voix mal assurée. « J'ai entendu un bruit dans la chambre d'à côté. » Il se dégagea de ses bras, et d'abord écarta la mule bleue et plaça un fauteuil devant la porte de communication, de manière à cacher à son ami l'affreux liquide, qui, ayant cessé de s'étendre, formait maintenant une tache assez large sur le parquet. Puis il entr'ouvrit la porte qui donnait sur le corridor et écouta avec attention. Il osa même s'approcher de la porte de l'Anglais. Elle était fermée. Il y avait déjà quelques mouvements dans l'hôtel, le jour se levait. Les valets d'écurie pansaient les chevaux dans la cour, et du second étage, un officier descendait les escaliers en faisant résonner ses éperons. Il allait présider à cet intéressant travail, plus agréable aux chevaux qu'aux humains, et qu'en termes techniques on appelle la botte. Léon rentra dans la chambre bleue, et avec tous les ménagements que l'amour peut inventer, à grand renfort de circonlocution et d'euphémisme, il exposa à son ami la situation où il se trouvait. Danger de rester, danger de partir trop précipitamment, danger encore plus grand d'attendre dans l'hôtel que la catastrophe de la chambre voisine fût découverte. Inutile de dire l'effroi causé par cette communication, les larmes qui la suivirent, les propositions insensées qui furent mises en avant. Que de fois les 2 infortunés se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, en se disant « Pardonne-moi, pardonne-moi » Chacun se croyait le plus coupable. Ils se promirent de mourir ensemble, car la jeune femme ne doutait pas que la justice ne les trouvât coupables du meurtre de l'Anglais, et comme il n'était pas sûr qu'on leur permît de s'embrasser encore sur l'échafaud, ils s'embrassèrent à s'étouffer, s'arrosant à l'envi de leurs larmes. Enfin, après avoir dit bien des absurdités et bien des mots tendres et déchirants, ils reconnurent, au milieu de 1000 baisers, que le plan médité par Léon, c'est-à-dire le départ par le train de 8 heures, était en réalité le seul praticable et le meilleur à suivre. Mais restaient encore 2 mortelles heures à passer. À chaque pas dans le corridor, ils frémissaient de tous leurs membres. Chaque craquement de bottes leur annonçait l'entrée du procureur impérial. Leur petit paquet fut fait en un clin d'œil. La jeune femme voulait brûler dans la cheminée la mule bleue, mais Léon la ramassa, et après l'avoir essuyée à la descente de lit, il la baisa et la mit dans sa poche. Il fut surpris de trouver qu'elle sentait la vanille. Son ami avait pour parfum le bouquet de l'impératrice Eugénie. Déjà, tout le monde était réveillé dans l'hôtel. On entendait des garçons qui riaient, des servantes qui chantaient, des soldats qui brossaient les habits des officiers. 7 heures venaient de sonner. Léon voulut obliger son amie à prendre une tasse de café au lait, mais elle déclara que sa gorge était si serrée qu'elle mourrait si elle essayait de boire quelque chose. Léon, muni de ses lunettes bleues, descendit pour payer sa note. L'hôte lui demanda pardon du bruit qu'on avait fait, et qu'il ne pouvait encore s'expliquer car messieurs les officiers étaient toujours si tranquilles. Léon l'assura qu'il n'avait rien entendu et qu'il avait parfaitement dormi. « Par exemple, votre voisin de l'autre côté, continua l'hôte, n'a pas dû vous incommoder. Il ne fait pas beaucoup de bruit, celui-là. Je parie qu'il dort encore, sur les 2 oreilles. » Léon s'appuya fortement au comptoir pour ne pas tomber. Et la jeune femme, qui avait voulu le suivre, se cramponna à son bras, en serrant son voile devant ses yeux. « C'est un milord, » poursuivit l'hôte impitoyable. « Il lui faut toujours du meilleur. Ah, un homme bien comme il faut, mais tous les Anglais ne sont pas comme lui. Il y en avait un ici, qui est un pingre. Il trouve tout trop cher, l'appartement, le dîner. Il voulut me compter son billet pour 125 francs, un billet de la Banque d'Angleterre de 5 livres sterling. Pourvu encore qu'il soit bon. Tenez, monsieur, vous devez vous y connaître, car je vous ai entendu parler anglais avec madame. Est-il bon ?
En parlant ainsi, il lui présentait une banquenote de 5 livres sterling. Sur un des angles, il y avait une petite tache rouge que Léon s'expliqua aussitôt. « Je le crois fort bon, » dit-il d'une voix étranglée. « Oh, vous avez bien le temps, » reprit l'hôte. « Le train ne passe qu'à 8 heures et il est toujours en retard. Veuillez donc vous asseoir, madame, vous semblez fatiguée. » En ce moment, une grosse servante entra. « Vite, de l'eau chaude !» dit-elle. « Pour le thé de Milord. Apportez aussi une éponge. Il a cassé sa bouteille et toute sa chambre est inondée. » À ces mots, Léon se laissa tomber sur une chaise. Sa compagne en fit de même. Une forte envie de rire les prit tous les deux, et ils eurent quelque peine à ne pas éclater. La jeune femme lui serra joyeusement la main. « Décidément, » dit Léon à l'hôte, « nous ne partirons que par le train de 2 heures. Faites-nous un bon déjeuner pour midi. » Composé et écrit par Prosper Mérimée, fou de Sa Majesté l'Impératrice. Biarritz, septembre 1866. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les quelques nouvelles de Prosper Mérimée. Au moins, c'est vrai qu'on a des exemples qui sont assez différents par rapport aux nouvelles de Prosper Mérimée, parce que Carmen, on a un féminicide, Lokis, on était sur un espèce d'ours-garou, Tamango, on est sur l'esclavage, une représentation de l'esclavage. Honnêtement, je pense que je suis pas très très fan de Prosper Mérimée. Je trouve que il écrit bien, c'est clair. On sent que c'est quelqu'un qui est cultivé, qui connaît ce dont il parle, etc., qui fait certainement des recherches, comme il l'avait bien précisé à la fin de Carmen. Au cours de Lokis aussi, Tamango, ça me paraissait aussi vachement documenté. Je trouve pas ça très fou en fait. Je suis pas très fan de sa plume, etc. J'ai l'impression que c'est un peu chiant, vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Carmen, je trouvais qu'il y avait un côté quand même un petit peu haletant. Lokis, c'était pas trop mal aussi, mais je suis pas fan. La Chambre Bleue, bon, il y a un essai d'humour, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal dans des choses qui sont convenues. Et là, j'ai hésité à lire la préface de La Chambre Bleue, du critique littéraire, là. Parce qu'il y a un joli petit bouchon, là, pour la littérature que lisent les femmes. Parce qu'évidemment, les femmes, voyons, pourquoi est-ce qu'on leur prêterait un cerveau? Pourquoi est-ce qu'elles réfléchiraient? Elles lisent que des trucs légers, évidemment. Et bon, bah, c'est l'époque, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, La Chambre Bleue, c'était marrant, mais j'ai pas capté. Je pense que la maîtresse, c'était une femme qui était mariée, donc qui s'est fait passer pour une veuve. Mais le truc qui m'avait fait un petit peu rire aussi, c'est que en gros, elle est habillée en noir pour faire croire qu'elle est, qu'elle est en deuil, pas veuve forcément, mais pour faire croire qu'elle est en deuil. Léon, lui, il a mis des lunettes bleues parce que ça me fait penser un peu à la casquette ou à la capuche dans les Marvel, quand des personnes qui sont ultra connues, qui passent, enfin les héros quoi, qui passent à la télé tout le temps et compagnie, sont incognito. Une casquette, ça suffit, sachez-le. Faites pas ça. Mais, non, enfin, les lunettes bleues, en gros, oh là, ça change un homme. Clark Kent. Enfin, du coup, ça m'a fait un peu rire. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine connaissance au niveau des soldats et de la manière dont ils peuvent se comporter. Parce que bah, je pense en fait que les soldats, surtout s'ils sont à la guerre et que là ils avaient l'air d'être peut-être en permission, ils ont du stress à relâcher, donc je comprends qu'ils soient assez grivois, etc. C'est des mecs entre eux, hein, enfin les femmes entre elles, c'est pas beaucoup mieux honnêtement, mais ouais, je suis pas extrêmement fan. La semaine prochaine, je pense que je lirai La Vénus d'Île. Par contre, je doute vraiment de lire Colomba parce que je me suis rendu compte qu'elle est très longue. En général, je lis à peu près une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages, ça fait à la louche
1 heure. Et là, on est à 95. Je vous raconte pas la flemme que j'ai. Je pense que je vais pas le lire. Et donc, la Vénus d'Île. Non, mais en fait, comme c'est des nouvelles, j'ai un petit peu la flemme, honnêtement. Bon, la Vénus d'Île, je pense qu'on est bon. 24, ça va. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Mais bon, c'est vrai que je suis pas... je m'ennuie pas non plus. Je trouve pas ça complètement chiant. Honnêtement, je suis pas très motivée pour lire l'histoire de Colomba. Colomba, je sais que c'est une histoire de vendetta. Je pense que c'était quelque chose qui était assez à la mode à l'époque. Je crois qu'on a bien lu une ou deux nouvelles de vendetta aussi de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, je trouvais que il y a des nouvelles que j'aimais bien, d'autres moyennement, mais ça allait. Parce que il y en avait qui étaient assez rigolotes. Ou qui étaient flippantes, hein, le Horla par exemple, mais là, Mérimée, honnêtement, il me motive pas plus que ça, donc je pense que je lirai juste la Vénus d'Île la semaine prochaine et que je m'arrêterai là pour Mérimée. En plus, j'ai une petite envie de lire du Sherlock, parce que ça fait longtemps. Le prochain, ça sera les mémoires de Sherlock Holmes. C'est un recueil de nouvelles aussi, qui fait 200 pages. Il y en a 12. Je pense que ce coup-ci, par contre, que je ferai, si je pars sur du Sherlock, c'est que je vais en lire 6. Je vais lire autre chose entre-temps, et je lirai les 6 dernières. Parce que je me rends compte que d'en lire, en fait, 12 d'affilée, ça fait trop long. Ça, à la fin, je sature un petit peu. Du coup, ce que je ferai, c'est que je lancerai celui-là. Je lirai peut-être autre chose entre-temps. Et je finirai les six qui restent après. Donc voilà. Alors Colomba, je suis vraiment pas très motive. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Je pensais aussi à un truc. L'Iliade et l'Odyssée, j'aimerais bien les lire. Par contre, j'ai l'impression que les versions que j'ai, le traducteur est encore vivant en fait. Il est très vieux, il a 101 ans. Mais donc on va lui souhaiter une longue vie encore. Et non, je confonds avec Eric et Enid. Mais bref, j'ai des Chrétiens de Troyes. J'ai les 5 romans des Chrétiens de Troyes qui sont des romans qui sont courts, mais le traducteur est encore en vie. Donc je peux pas les lire en direct. Et en fait, l'Iliade et l'Odyssée, c'est vrai qu'ils sont pas mal aussi sur les réseaux et j'ai l'impression que vous étiez pas très motivés pour les lire. Donc je me demandais si j'allais pas faire par exemple soit une vidéo ou deux, parce qu'il y en a beaucoup, sur Chrétien de Troyes et j'ai déjà tourné une partie sur un peu qui est Chrétien de Troyes, c'est quoi l'amour courtois, c'est quoi les livres en fait qui se racontaient à l'époque. Et je peux peut-être faire la même chose aussi. Ah oui, donc après mon retour sur chacun des 5 livres de Chrétien de Troyes, sachant qu'il y en a un qui n'est pas entier parce que je crois que le manuscrit a été abîmé dans un incendie. Et je peux peut-être faire un truc équivalent pour l'Iliade et l'Odyssée, avec un espèce une explication de qui est Homère et de quels sont ses bouquins en fait, de quoi que ça cause et vous montrer, enfin vous lire quelques passages en fait pour que vous l'ayez en tête. Mais c'est vrai que je trouve, enfin autant pour l'un que pour l'autre, le traducteur est encore en vie ou n'est pas décédé depuis assez longtemps pour que la traduction soit libre de droit. Donc j'ai pas envie d'être en difficulté. Et puis je pense que ce sont des textes qui sont compliqués à lire aussi à voix haute. Et donc ça va être compliqué à comprendre. Ce qui fait que je pourrais faire ça en fait, deux petites vidéos, probablement parce que il y a à dire en fait. Donc deux petites vidéos sur les chrétiens de Troyes et la légende arthurienne, etc. Et deux petites vidéos sur Homère, l'Iliade et l'Odyssée, les, euh, les histoires que ça raconte, etc. Puis comment c'est foutu et pourquoi c'est peut-être compliqué aussi à lire de nos jours. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez absolument que je lise Colomba, motivez-moi, parce que je suis au maximum là. Mais sinon, on va enchaîner sur du Sherlock. Et c'est vrai que Sherlock, on est vraiment plus sur quelque chose de divertissant.
Et je trouve que Mérimée, il l'est pas. Il est pas très divertissant. À part peut-être La Chambre Bleue, qui est un petit peu plus légère, un peu plus grivoise. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Ça fait vraiment les... À part que c'est un truc un peu marrant qu'il a écrit pour l'impératrice, c'est Sa Majesté l'impératrice. C'est pas... je suis pas archi fan. Donc voilà, demain je crois qu'on est sur l'avant-dernier vlog lecture sur Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard, que je trouve plus sympa, c'est plus divertissant. Et pareil, alors après Gustave Aimard, je pense qu'on va passer sur La Petite Fadette de George Sand, qui est un livre court. Je crois que ça peut se lire en 4 ou 5 semaines. Et peut-être qu'après, pour l'été, je pourrais aller sur Belphégor. Je ferai certainement une pause cet été sans... une petite pause comme je le fais de temps en temps en fait pour me reposer puis faire un peu autre chose. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite de Gustave Aimard. Mercredi prochain, j'ai eu une idée. Je vais probablement faire ça. Je vais probablement en fait faire une vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les sorcières, les vampires. Je sais pas si j'ai fait sur d'autres créatures, les zombies. Et bien là, on va passer aux extraterrestres. Parce que je trouve ça assez sympa aussi. Je voulais faire un truc sur les loups-garous, mais j'ai pas assez de matière sur les loups-garous. Donc les extraterrestres, moi je trouve ça assez sympa, mais j'ai pas lu beaucoup de bouquins avec les extraterrestres. J'aurai certainement pas le temps d'en lire pour mercredi prochain, mais je pourrais vous parler des films et des séries que j'ai vus à ce sujet-là, et de quelques bouquins dont j'ai entendu parler, mais que j'ai soit lu il y a très longtemps, soit je les ai pas lus. Donc, très bon samedi à vous. Faites, lisez tout plein, rêvez tout grand. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de lecture. À tout bientôt. Salut.